Voici la planète qui ressemble le plus à la nôtre en matière de taille et de distance du Soleil. Jadis, elle possédait peut-être des océans et un climat similaire à ceux de la Terre, mais aujourd'hui, c'est un environnement hostile et impitoyable. Les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi et comment elle a évolué. Ces connaissances pourraient nous aider à trouver d'autres mondes habitables. Partons à la découverte de Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. Vénus est l'un des astres les plus brillants de notre ciel étoilé. Cette planète a toujours été entourée de mystères et suscité nombre de théories. Plusieurs sondes ont été envoyées pour étudier brièvement ces nuages de surface, à commencer par le programme Mariner de la NASA, suivi de près par les missions Venera de l'Union soviétique. Ces missions nous ont laissés avec plus de questions que de réponses, jusqu'à ce que la sonde Venera 4 réussisse à percer l'atmosphère très dense de la planète et à se poser sur sa surface brûlante. D'autres sondes plus sophistiquées lui ont succédé, mais n'ont survécu qu'un temps très limité. Puis d'autres encore ont réussi à flotter un court instant dans son atmosphère toxique et opaque. Mars est devenu une cible beaucoup plus intéressante, et Vénus a été délaissée et peu explorée par la suite. À la fin des années 80, la sonde Magellan a été lancée depuis la navette spatiale américaine. Grâce à son radar embarqué, elle a cartographié la surface de la planète, nous offrant un aperçu détaillé de sa rugosité. Sous son atmosphère dense et épaisse, se cachent des montagnes escarpées, des volcans et des champs de lave. Un environnement dangereux et inhospitalier, sous des températures capables de faire fondre le plomb. Plus tard, d'autres orbiteurs européens et japonais ont étudié les particularités de sa surface à l'aide de radars. Vénus Express a traversé sa haute atmosphère avant d'effectuer un aérofreinage et de se placer sur une orbite plus basse. Ces dernières années, de nombreux engins spatiaux ont utilisé l'assistance gravitationnelle de Vénus pour se propulser vers d'autres destinations. Bepi Colombo l'a survolé en route pour Mercure et a pu prendre quelques clichés et des mesures en passant. Cette manœuvre, la seconde effectuée à proximité de Vénus et le troisième survol d'une série de 9, a permis à l'engin spatial de poursuivre sa trajectoire vers Mercure. Un autre engin spatial européen, le Solar Orbiter, s'est également servi de Vénus comme appui gravitationnel pour resserrer son orbite autour du Soleil. La sonde solaire Parker l'a elle aussi survolé de près et en a profité pour mesurer le champ électrique de la planète ainsi que les émissions thermiques de sa surface ardente. C'est tellement grisant de découvrir quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant. Ce que nous voyons sur ces images, ce sont des émissions de chaleur. Même sur sa face nocturne, la surface de Vénus est tellement chaude qu'elle brille légèrement dans le proche infrarouge.
Ces images du Whisper sont vraiment fascinantes, car elles nous offrent une nouvelle fenêtre d'observation de l'atmosphère basse et de la surface de Vénus, où on trouve ces conditions extrêmes. Cette faible lueur chaude du côté nocturne nous fournit des informations géologiques. On découvre des régions continentales, des plaines et des plateaux. Mais nous observons également un anneau lumineux autour de la planète qui indique la présence d'oxygène dans l'atmosphère. Ces clichés nous en apprennent beaucoup sur la composition chimique de sa surface. Ce que nous pouvons étudier grâce à ces images thermiques, ce sont les composants minéralogiques de la surface de Vénus, parce que les roches et les minéraux émettent des niveaux de chaleur différents. D'autres résultats suggèrent qu'on pouvait autrefois trouver de l'eau sur Vénus. Mais des changements climatiques et des différenciations planétaires l'ont fait disparaître de la planète et de son atmosphère. Nous avons trouvé des empreintes chimiques dans l'atmosphère de Vénus et sur sa surface qui laissent à penser que la planète était peut-être habitable dans le passé. L'imageur grand champ, ou Whisper, est le seul imageur embarqué sur la sonde solaire Parker. Ce sont des images inédites, et je pense qu'elles vont engendrer des études surprenantes sur le long terme. Il y a très longtemps, Vénus ressemblait peut-être à notre Terre, avec des océans, des lacs et des rivières d'eau liquide, et une atmosphère moins dense et riche en oxygène. Pourquoi a-t-elle tellement changé? Des éruptions volcaniques et des gaz toxiques ont pu créer cette atmosphère chargée en dioxyde de carbone et en nuages d'acide sulfurique, ce qui aurait ensuite encouragé l'effet de serre et emprisonné la chaleur. Vénus possède la surface la plus chaude de notre système solaire. Elle est plus chaude que Mercure. La pression atmosphérique y est presque 75 fois supérieure à celle de la Terre. La NASA et l'Agence spatiale européenne comptent retourner l'explorer pour trouver des réponses. L'Europe est en train de mettre au point sa mission Envision, en partenariat avec la NASA, qui lui a fourni un radar à synthèse d'ouverture en bande S, le VENSAR. Il fera également l'office de radiomètre micro-ondes et d'altimètre pour topographier la surface de Vénus. À son bord, on trouvera également 3 spectromètres optiques qui serviront à observer la surface et l'atmosphère de la planète, ainsi qu'un radar pénétrateur qui va pouvoir sonder la subsurface, les premières couches superficielles du sol. De son côté, la NASA a prévu d'envoyer ses sondes Da Vinci et Veritas sur Vénus. Le lancement est prévu aux alentours de 2029. Le nom Veritas signifie émissivité, sciences radio, INSAR, topographie et spectroscopie de Vénus. La mission a pour objectif de cartographier la surface de la planète afin d'en apprendre davantage sur son passé géologique. L'Allemagne et la France fourniront le mappeur infrarouge et le radar embarqué qui permettront de savoir si des volcans encore actifs émettent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Da Vinci est une sonde atmosphérique qui traversera l'atmosphère vénusienne pour étudier les gaz et les molécules qui la composent, grâce à des capteurs sophistiqués. Elle devrait survivre à la descente jusqu'à la surface et prendre des clichés de son trajet. La sonde d'1 mètre de diamètre a pour destination Alpha Reggio, une zone 2 fois plus grande que le Texas. Elle aidera les scientifiques à comprendre les exoplanètes rocheuses à l'atmosphère écrasante, qui seront ensuite étudiées plus en détail par des télescopes spatiaux tels que le James Webb. Vénus est très cool, j'adore Vénus, pour de nombreuses raisons. C'est une des planètes les plus similaires à la Terre parmi celles que nous connaissons. Une des différences majeures,
c'est qu'elle est extrêmement sèche, avec des températures de surface atteignant 460 degrés Celsius. Aucune idée de ce que ça donne en Fahrenheit. On ne s'attendrait jamais à voir des océans liquides à la surface, parce qu'à de telles températures, l'eau est immédiatement transformée en vapeur. Mais malgré ça, l'atmosphère de Vénus est particulièrement sèche. Donc, où est partie toute cette vapeur ? Pour comprendre comment un élément peut disparaître d'une planète, il faut qu'on parle de deux forces de la nature. Premièrement, la force de gravité. La gravité, c'est ce qui nous fait tenir sur la Terre. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi la force qui retient l'atmosphère autour d'une planète. Si on voulait retirer des molécules d'oxygène de l'atmosphère, il faudrait déjà vaincre la force gravitationnelle. Et pour y parvenir, je peux vous parler d'une deuxième force de la nature, la force électrique. C'est ce qu'utilise en ce moment même votre écran pour pomper de l'électricité dans son système. Il repousse les électrons dans le circuit électrique. Et nous pensons que la force électrique d'une planète peut aider à repousser certains ions dans les parties hautes de l'atmosphère, et même plus loin encore, jusqu'à les expulser dans l'espace. Toutes les planètes ont une force gravitationnelle, et on suppose qu'elles ont aussi un léger champ électrique. On est donc parti à la recherche de celui de Vénus, et je peux vous dire qu'on l'a trouvé. Il s'avère que le champ électrique de Vénus est entre 5 à 10 fois plus fort que celui de la Terre. C'est une force incroyable. Il peut agripper des éléments lourds comme l'oxygène, les extirper des couches de l'atmosphère et les envoyer se perdre dans l'espace. Ça change complètement notre manière d'envisager une planète. Parce qu'au cours de sa vie, celle-ci peut très bien perdre des molécules importantes comme de l'oxygène, en les expulsant dans l'espace rien qu'avec la force électrique de son ionosphère. C'est une information déterminante qui va nous être utile si on part à la recherche d'exoplanètes et de terres habitables en orbite autour d'autres étoiles. C'est bien beau d'avoir des conditions parfaites pour un océan ou une atmosphère respirable, mais si une force invisible peut venir les arracher et les jeter dans l'espace, ce n'est qu'en essayant de comprendre comment une atmosphère peut évoluer dans le temps qu'on pourra découvrir comment on est arrivé ici. De nombreux télescopes et instruments spatiaux sont utilisés pour détecter, identifier et cataloguer les planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, qu'on appelle les exoplanètes. Les télescopes TESS, Kepler, Hubble, James Webb, Nancy Roman sont actuellement à la recherche de formations planétaires en orbite autour de plusieurs étoiles distinctes. Comprendre comment Vénus a évolué offrira de nouvelles perspectives à ces chasseurs de planètes. Voici l'image d'une jeune étoile dans son disque de gaz. C'est dans les anneaux noirs que les planètes se forment, en amalgamant de la poussière et des débris. Ici, nous avons une lune en formation autour d'une géante gazeuse.
Cette grosse exoplanète est en orbite autour d'une naine blanche. Ce sont les restes d'une étoile morte, en train de s'évaporer doucement. Il reste une grande inconnue, les caractéristiques des planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles. Les astronomes sont aujourd'hui très doués pour détecter et trouver ces planètes. Mais ce qu'on voudrait, c'est étudier leur composition. De quel type d'atmosphère disposent-elles? Et pour les planètes rocheuses, quelles sortes de minéraux les composent? Ce serait vraiment remarquable de répondre à ces questions. À l'avenir, nous pourrons observer la composition de l'atmosphère d'une exoplanète. Ce sera une révolution pour nos recherches. Parce que dans le cas d'une planète chaude, si on a une présence d'eau, ce ne sera pas sous forme liquide, mais plutôt sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Il est donc essentiel qu'on puisse les étudier. Le télescope James Webb est formidable pour plusieurs raisons. Premièrement, il nous permet d'étendre nos longueurs d'onde jusque dans l'infrarouge, proche et moyen. Donc, nous pourrons observer les signatures thermiques de toutes ces planètes. Mais ça veut aussi dire que nous allons pouvoir étudier davantage d'empreintes des différentes molécules présentes dans leur atmosphère. Le télescope Hubble nous permettait déjà d'observer les empreintes de molécules de sodium, de potassium et d'eau. Mais avec le James Webb, nous allons pouvoir étudier les empreintes de molécules de méthane, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone, ainsi que toutes les molécules d'eau que nous trouverons dans les atmosphères de ces planètes géantes. En plus de longueurs d'onde plus étendues, la résolution de l'image sera également bien meilleure qu'avec ses prédécesseurs. Donc, nous pourrons recueillir davantage de données sur chacune de ces molécules. C'est aussi un télescope plus gros, qui absorbera plus de lumière, donc nous aurons une plus grande précision. Grâce à lui, nous pourrons améliorer le degré de fiabilité de nos mesures, pour pouvoir ensuite relayer avec certitude l'ensemble de nos découvertes. La recherche de signes de vie sur d'autres planètes est l'objectif principal de toutes nos missions futures. Notre but est de comprendre comment on est arrivé ici, comment notre planète Terre s'est développée de cette façon. Le James Webb nous permet de faire un pas de plus vers cet objectif. Nous allons nous approcher de ces mondes plus petits. Nous allons voir des planètes différentes de celles de notre système solaire et nous découvrirons en quoi elles sont différentes. Nous allons pouvoir étudier les modifications de l'atmosphère selon la taille de la planète en question. Le James Webb nous fournira des informations supplémentaires sur les planètes géantes que nous n'avons pas dans notre système solaire. Des planètes si proches de leur étoile qu'elles sont aussi chaudes qu'une fusée. Il y a tant de nouveaux mondes à explorer. Et d'une certaine manière, le James Webb nous permet aussi de tester les nouvelles techniques dont nous aurons besoin pour trouver des traces de vie sur ces mondes extraterrestres. Il est essentiel qu'on maîtrise ces nouvelles techniques pour pouvoir décrypter les bonnes signatures à l'avenir. Ce qu'on voit sur ces images, c'est ce qu'on appelle un Jupiter chaud. Il s'agit d'une planète qui se déplace devant son étoile et qui est d'une taille comparable à celle de Jupiter, mais d'une masse similaire à celle de Saturne. Nous voyons la lumière transpercer son atmosphère, et c'est ce qui nous permet de chercher les empreintes de certaines molécules. Dans ce cas précis, cette planète est pleine de vapeur d'eau. Ce sont des sortes de vagues qu'on distingue dans le spectre visible. Quand nous irons étudier d'autres exoplanètes avec le télescope James Webb, nous pourrons peut-être observer d'autres molécules. Certaines qui nous sont familières et qui sont présentes dans notre propre atmosphère, comme le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone, mais peut-être aussi du méthane et de l'ozone. Pour l'instant, 5000 exoplanètes ont été découvertes et 8000 autres candidates attendent confirmation. Les plus intéressantes pour les scientifiques sont les petites planètes rocheuses qui ressemblent à la Terre. On se concentre sur les étoiles brillantes parce qu'on sait que c'est ce genre d'étoiles qui héberge le type de planète que l'on souhaite étudier. On saura quand ces planètes transiteront, c'est-à-dire quand elles traverseront le disque de l'étoile. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra mesurer les fluctuations de lumière émises par l'étoile. Ces données nous permettront ensuite de mesurer la taille des planètes. On veut se concentrer sur les petites planètes, d'une taille comprise entre celles de la Terre et de Neptune. Des planètes qui ont déjà été découvertes lors de missions précédentes et qui sont très nombreuses à orbiter autour d'étoiles similaires à notre Soleil. Un type de planète peu représenté dans notre propre système solaire. Qui sont ces plus petites planètes et de quoi sont-elles composées ?
Il existe une grande diversité de planètes. On trouve des mondes rocheux qui peuvent contenir des océans ou des lacs capables d'abriter la vie. D'autres mondes plus extrêmes, comme WASP-76b. Très proche de son étoile, elle ne lui montre qu'une seule de ses faces. Sur cette exoplanète, les métaux s'évaporent sur la face diurne et il pleut du fer sur la face nocturne. Mais aussi des planètes isolées qui ne sont plus en orbite et qui ont été éjectées de leur système solaire et abandonnées dans l'espace. Des planètes dont l'atmosphère contient du baryum, un métal lourd. Des mondes aquatiques, des planètes encore en formation et d'autres en orbite autour d'étoiles sur le point de mourir. Au milieu de cette quête fascinante d'une deuxième planète Terre, nous ne devons pas oublier de prendre soin de la nôtre, parce que le chemin sera extrêmement long pour atteindre ces autres mondes potentiellement habitables.